Voilà, bonjour tout le monde pour cette dernière séance où nous revenons, nous sommes au bout du chemin sur ces enzymes radicalaires et plus spécifiquement sur cette question donc, sur laquelle je suis revenu souvent et qui a été abordée par des collègues, Patrick Forter, Grosjean, Marie-Christine Morel, etc., sur toute la question de comment ces acides nucléiques évoluent tout au long de ces milliards d'années qui nous précèdent. Alors, moi, je pose spécifiquement la question, vous vous souvenez, j'y reviendrai, passage du monde ARN au monde ADN, ça veut dire que si on admet qu'en effet la vie était basée sur l'ARN, il y a eu une étape absolument essentielle qui a été l'invention de l'ADN. Et pour cela, ce qui a été dit, c'est que cet ADN est arrivé tard, essentiellement parce que pour synthétiser les précurseurs de l'ADN, les désoxyribonucléotides, il faut une chimie d'une très très grande complexité de celle que je vous ai présentée pour les ribonucléotides réductases, mais aussi pour d'autres enzymes, et que, évidemment, cette chimie n'a pu être réalisée que dans des organismes extrêmement élaborés. Donc l'ADN est un produit tardif de l'évolution. Néanmoins, il y a eu une étape clé qui est l'apparition d'une activité ribonucléotide réductase. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter quel est l'état actuel des ribonucléotides réductases, où sont-elles? Et en fait, je vous ai montré deux classes, la classe 1 et la classe 3, qui vous montrent déjà des choses très très différentes, des choses communes, mais des choses très différentes. Et je vais vous commencer ce cours en vous présentant la classe 2. Parce qu'aujourd'hui, l'analyse du vivant nous indique qu'il y a trois grandes classes de ribonucléotides réductases. Ce n'est pas si fréquent que ça, une situation avec autant de systèmes pour un processus particulièrement important. Et donc, on va se poser la question de l'évolution de ces ribonucléotides réductases, quand est-ce qu'elles sont arrivées, dans quel ordre, et toujours pour la question, pour répondre à la question quelle est la ribonucléotide réductase qui a permis le passage du monde ARN. Alors vous voyez qu'en disant cela, on a un problème, parce qu'on est en train de regarder un monde vivant aujourd'hui, et on veut répondre à la question, sur la base de ce qu'on sait aujourd'hui, quelle était la ribonucléotide réductase il y a à peu près 3 milliards d'années qui a permis l'arrivée de l'ADN. C'est évidemment un peu acrobatique parce qu'il n'est pas du tout évident que les systèmes qui existent aujourd'hui soient évidemment ceux qui étaient présents il y a 3 milliards d'années pour inventer l'ADN. Néanmoins, comme vous le savez, tout indique qu'il y a une très grande conservation de la chimie du vivant. Je l'ai dit souvent, chaque fois que la nature trouve une solution chimique à un problème, eh bien, en gros, elle essaye de le conserver, de l'adapter, mais de le conserver. Et c'est pour cela qu'il y a tant de conservation entre espèces et au cours du temps. Voilà, donc effectivement, le parti pris, c'est je regarde ce qu'il y a aujourd'hui et j'en tire des conclusions sur éventuellement quelle a été la chimie qui a été mise en œuvre il y a 3 milliards d'années pour inventer l'ADN. Alors, deux diapositives pour rappeler les cours précédents, c'est tout. D'une part, l'ARNR de classe 1. Donc vous vous souvenez, c'est un système extrêmement complexe avec deux sous-unités. La sous-unité R1, là où se fait la réduction des ribonucléotides, et la sous-unité R2, qui est tout à fait particulière en ce qu'elle contient un radical sur une tyrosine qu'on peut analyser par résonance paramagnétique électronique. C'est la preuve qu'il y a effectivement un radical organique stable à l'intérieur de cette protéine. Ça a été la première fois qu'on découvrait une protéine avec un signal paramagnétique qui a été identifié comme un radical organique.
J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que ces radicaux organiques sont considérés comme des espèces extrêmement instables chimiquement, très réactives, et pourtant la nature a choisi de produire cette protéine avec un radical. Ce radical est évidemment là parce qu'il est absolument essentiel à l'activité, je l'ai dit longuement. Et puis ce radical, il est formé grâce à un complexe binucléaire de fer. C'est pour ça que la RNR de classe 1, c'est du fer, des radicaux et de l'oxygène, parce qu'en effet, pour créer ce radical tyrosinyle, il faut faire une oxydation, passer d'une tyrosine à un radical. C'est une oxydation, et pour faire cette oxydation, c'est de l'oxygène qui est l'oxydant. Voilà. J'ai parlé de la classe 3, donc avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'effectivement, nous avons été à l'origine de la découverte de cette enzyme. Ici, à nouveau, c'est une enzyme qui a été découverte chez les organismes qui poussent en anaérobiose, et donc qui, à nouveau, catalyse cette réduction des ribonucléotides en désoxyribonucléotides. Ici, il y a un système tout à fait particulier de réduction, c'est du formiate. Alors, c'est un système complexe dont nous n'avons, sur le plan structural, qu'une information, c'est celle de la grande sous-unité, l'équivalent de R1 tout à l'heure, mais qui est l'endroit, en effet, où se fait la réduction. Et nous n'avons pas la structure aux rayons X de la deuxième sous-unité qui est appelée l'activase. Donc je rappelle la chose suivante, c'est que là aussi on observe qu'il y a un radical organique, c'est un radical glycinyle, vous voyez, où un atome d'hydrogène a été arraché sur la chaîne principale. Donc il y a, vous voyez ici, ce point rouge, c'est pour indiquer l'endroit où la glycine a été radicalisée, où il y a eu un arrachement d'atomes d'hydrogène. À nouveau, ce radical est absolument essentiel à l'activité. Et si vous êtes en anaérobiose stricte, sans oxygène, là pour le coup, eh bien vous pouvez en effet détecter un signal dans le spectre de résonance paramagnétique électronique, qui est tout à fait caractéristique d'un radical glycinyle. Quand vous rajoutez de l'oxygène, ce signal disparaît instantanément, le radical est éteint, et même il y a une cassure de la liaison peptidique à cause d'une chimie de l'oxygène sur cette entité-là. Donc là, c'est très fragile à l'oxygène. C'est à proximité donc, de ce radical que se fixe le substrat, et donc le radical agit sur le substrat pour le transformer. Et puis la deuxième sous-unité, donc je vous l'ai dit, c'est un prototype d'une très grande classe d'enzymes, et c'est une protéine fer-soufre, et qui, associée à la S-adénosylméthionine, qui est cette molécule, hein, on l'a vu souvent, est responsable de la création de ce radical organique. Voilà. Alors, il s'avère, d'ailleurs, bien avant que l'on découvre cette classe 3, d'où le numéro 3, hein, qu'il y avait une classe 2 connue, et cette classe 2 utilise un des plus beaux cofacteurs de la biologie, qui est l'adénosylcobalamine, qui est ce complexe, qui est donc un complexe organométallique. C'est une des rares entités organométalliques, c'est-à-dire impliquant une liaison métal-carbone dans le vivant. Il y a un autre exemple, hein, pour ceux qui étaient là dans les années précédentes, j'ai souvent parlé d'hydrogénase. Et les hydrogénases, qui sont des enzymes, vous savez, qui participent à la synthèse de l'hydrogène ou à l'oxydation de l'hydrogène, sont des enzymes qui contiennent aussi des entités à liaison métal-carbone, notamment des complexes fer-carbonyle et fer-cyanure. Voilà, donc c'est ce complexe qui vous voyez, est un système assez complexe, hein, avec un atome de cobalt pris dans ce macrocycle tétraazoté, qui est un des membres des grandes familles de ces cycles, comme les porphyrines par exemple. Et vous voyez qu'il est complexé donc, par 4 azotes sur un plan équatorial, par un autre azote d'un benzimidazole qui est accroché
sur le ligand. Et puis le sixième site de coordination est occupé par un carbone qui vient d'un groupement 5'-déoxyadénosyle. Eh bien, la classe 2, il y a donc une ribonucléotide réductase que je vais vous décrire un tout petit peu, qui dépend absolument de ce cofacteur. Et on les retrouve, ces ribonucléotides réductases, chez les bactéries, et je vais en dire un petit peu, chez les archébactéries, et pas du tout chez les eucaryotes. Hein. Donc, que ça soit bien clair, c'est vraiment un système du monde bactéries, archébactéries. Alors pourquoi ce cofacteur, et est-ce qu'on est toujours dans une chimie radicalaire? La réponse c'est évidemment oui, parce que ce cofacteur, lorsqu'il se lie à une protéine, peut être activé de sorte que sa liaison cobalt-carbone ici, qui est de l'ordre d'une trentaine de kilocalories par mol, donc qui est quand même solide, mais en même temps il y a des liaisons qui sont beaucoup plus fortes que ça, et par des mécanismes d'ailleurs qu'on ne comprend pas toujours, cette liaison se casse de façon homolytique, hein, avec un électron de la liaison allant sur le cobalt et un électron allant sur le carbone, de sorte qu'on produit le radical 5'-déoxyadénosyle. Évidemment, ça doit vous rappeler quelque chose, et j'en dirai un petit mot, bien sûr, tout à l'heure, plus précisément. Et ce faisant, évidemment, on crée à nouveau une espèce radicalaire extrêmement réactive qui va trouver un atome d'hydrogène, arracher un atome d'hydrogène à un substrat, devenant 5'-déoxyadénosine d'un côté et créant un radical substrat. Ainsi activé, sous forme radicalaire, le substrat va pouvoir continuer être transformé. Et à nouveau, je répète, c'est bien parce qu'il passe par un état radicalaire que ce substrat RH peut être transformé. En absence de cette transformation, RH est trop stable et ne subit pas la transformation. Et la transformation dont nous parlons, c'est la transformation de ce ribose en désoxyribose. Et voilà le substrat, c'est donc un ribonucléotide. Voilà le radical produit, c'est un radical désoxyribonucléotide. Mais comme vous le savez, dans cette chimie-là, et j'y reviendrai, la réduction d'une liaison carbone-OH en 2' passe par une oxydation, enfin un arrachement d'atomes d'hydrogène en 3'. Je l'ai dit à plusieurs reprises précédemment, mais j'y reviendrai. Et donc il faut un radical pour arracher cet atome d'hydrogène. Alors toujours la même question, est-ce que c'est ce radical-là qui arrache cet atome d'hydrogène dans le cas des ribonucléotides réductases de classe 2, ce qui serait thermodynamiquement tout à fait possible. On va retrouver la même situation que dans toutes les ribonucléotides réductases. On pourrait se poser la question pourquoi, ce n'est pas toujours évident, mais visiblement les radicaux primaires ne sont jamais utilisés pour arracher l'atome d'hydrogène du substrat. Il y a toujours une chaîne de transfert de radicaux. Elle peut être très longue, comme dans la classe 1, vous vous souvenez, on faisait transférer des radicaux sur 35 angstroms de distance, y compris entre deux protéines. Et dans le cas de la classe 3, il y avait un radical 5'-déoxyadénosyle, il y avait un radical glycinyle ensuite, et ce radical glycinyle n'était même pas celui qui arrachait l'atome d'hydrogène du substrat. Là, c'est la même chose. En fait, il y a eu un très très beau travail par Johann Stube pour étudier certains aspects de ce mécanisme. J'en ai déjà parlé de Johann. Oui, avec 2B, c'est déjà beaucoup, alors avec 3, c'est trop. Non, il n'y en a que 2. Hein. Voilà. Donc, Johann a été capable d'attraper, de détecter au cours du cycle catalytique une entité radicalaire. À nouveau, vous voyez, c'est un spectre RPE. On aurait pu penser, puisque ce système
adénosylcobalamine produit le radical 5'-déoxyadénosyl, qu'il s'agissait peut-être d'un radical de type 5'-déoxyadénosyl, et tout un tas d'expériences de marquage isotopique ont montré que ce n'était pas le cas, et en particulier, quand vous marquez les cystéines de la ribonucléotide réductase de classe 2 avec du deutérium, notamment sur ce carbone, eh bien, vous voyez des modifications de spectre. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça change les couplages. Et ceci est une indication que ce radical est un radical qui est localisé sur une cystéine. C'était la première fois qu'on voyait, j'ai beaucoup parlé de radicaux cystéinyles, c'est la première fois qu'on voyait directement un radical cystéinyle. Donc ces radicaux cystéinyles ne sont donc plus des vues de l'esprit, ce sont des choses réelles qu'on peut détecter, caractériser. Et donc, si vous voulez, le schéma général, c'est que lorsque ce complexe, où le cobalt, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, est à l'état d'oxydation 3, subit cette rupture homolytique de la liaison cobalt-carbone, ça donne le radical 5'-déoxyadénosyl qui arrache l'atome d'hydrogène, non pas du ribonucléotide dont j'ai parlé dans la diapositive précédente, mais d'un hydrogène, de l'hydrogène porté par le soufre de la cystéine, de sorte qu'on crée une entité radicale thiyle, cystéinyle, proche d'un cobalt 2, et donc il y a des interactions magnétiques qui expliquent la complexité de ce spectre. Là encore, je ne rentre pas dans le détail, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Et donc finalement, l'espèce active, c'est ce radical cystéinyle, et ce qui est proposé, si vous voulez, c'est que ce X point n'est pas le radical 5'-déoxyadénosyl, c'est un radical cystéinyle qui est dans le site actif proche, suffisamment proche pour arracher l'atome d'hydrogène. Donc c'est un soufre ici, le X est un soufre. Et par ailleurs, il avait été démontré qu'une fois que le radical ici avait arraché l'atome d'hydrogène sur le substrat, vous voyez, vous faites une oxydation à un électron, eh bien, pour faire une réduction à 2 électrons, qui est la transformation de cette liaison carbone-OH en liaison carbone-H, eh bien, il faut que vous fassiez une réduction à 3 électrons. En fait, le radical redevient, enfin, la cystéine redevient radicalaire, et puis vous avez un dithiol, un système avec 2 cystéines qui sont capables de donner 2 électrons et de se transformer en système disulfure qui lui-même est réduit, permettant de régénérer le dithiol actif par des chaînes de transfert d'hydrure d'électrons-protons. On verra ça. Bon, voilà le système. Et à nouveau, là, vous comprenez donc la fonction de ce cofacteur, après cassure homolytique ici, c'est de créer ce radical cystéinyle absolument nécessaire à l'activité enzymatique. Alors, ici, excusez-moi, j'ai montré 2 possibilités. D'une certaine façon, un mécanisme par étape dans lequel vous produisez ce radical 5'-déoxyadénosyl, et ensuite, vous arrachez un atome d'hydrogène et vous avez ce radical thiyle. La question s'est posée de savoir si la formation du radical cystéinyle était un mécanisme par étape, avec une entité discrète 5'-déoxyadénosyl, mais comme on ne l'a jamais vu, jusqu'à présent, on n'a jamais vu un radical 5'-déoxyadénosyl. On n'a jamais pu isoler, détecter, capter un tel radical. Donc, les gens se sont posé la question de la possibilité d'une sorte de mécanisme concerté pendant lequel la cassure de la liaison cobalt-carbone était concomitante à l'arrachement d'un atome d'hydrogène. En fait, il y a eu des choses tout à fait intéressantes, et notamment des travaux de Stube et Perry Fry aux États-Unis. Vous voyez, cette entité, donc je le dis ici, n'a jamais été observée, y compris lorsque vous mutez cette cystéine. Vous voyez, s'il n'y a plus d'atomes d'hydrogène disponibles pour arracher cet atome d'hydrogène, on peut se dire que
le radical à deux points, s'il se forme, 5'-déoxyadénosyl, pourrait être stabilisé puisqu'il n'a plus son substrat naturel. En fait, même avec des mutations, même en enlevant cet atome d'hydrogène, parce qu'on a changé la cystéine en alanine, par exemple, eh bien, on ne voit pas ce radical. D'où il y avait donc cette hypothèse d'un mécanisme concerté tel qu'il est indiqué ici. En fait, Stube a très bien démontré que le mécanisme séquentiel était probablement celui qui fonctionnait. Et en particulier, ils ont observé très clairement qu'en absence de cystéine, on avait un phénomène d'épimérisation lorsqu'on partait d'une adénosylcobalamine qui était marquée sur ce carbone avec un deutérium, avec une stéréochimie parfaitement contrôlée, et qu'au cours de l'incubation de ce cofacteur particulier avec ce deutérium en présence de l'enzyme, on observait une épimérisation, c'est-à-dire qu'on observait les deux énantiomères ici, et ceci ne peut s'expliquer que par le passage par un radical intermédiaire, et c'est ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est donc un mécanisme dans lequel, en effet, ce radical est formé. Il est tellement réactif, il n'a jamais été observé, néanmoins il est probablement formé, il arrache l'atome d'hydrogène et on crée le radical cystéinyle qui est nécessaire. Alors, avec l'enzyme de Thermotoga maritima, Per Nordlund donc, a pu obtenir des structures aux rayons X assez intéressantes. Vous allez voir, il y a plusieurs types d'informations. À partir de 2004, et plusieurs structures sont sorties entre-temps, jusqu'à 2010, où ici, vous voyez donc un dimère. La ribonucléotide réductase, dans ce cas, est un dimère. Vous avez le site du substrat ici, et comme je vais le dire, cette enzyme est soumise aussi à des régulations allostériques, comme la classe 1, comme la classe 3. Ici, une boucle, j'y reviendrai, sépare le site du substrat où se met le ribonucléotide du site de régulation allostérique, qui est aussi un ribonucléotide ou un désoxyribonucléotide. Notez que le site de substrat est influencé par le site allostérique de l'autre sous-unité, puisque sur la même sous-unité, site du substrat et allostérique sont très éloignés. Le plus intéressant, c'est que très récemment, vous voyez ici, on voit peut-être un peu mieux parce que je ne montre qu'un monomère. Vous voyez, vous avez le GDP, qui est un des substrats de cette enzyme. Là, à nouveau, c'est la même enzyme qui réduit les 4 ribonucléotides en désoxyribonucléotides. Vous avez l'effecteur allostérique, vous avez ici la boucle, j'y reviendrai, qui sépare les deux sites. Donc en blanc, c'est une des sous-unités, et en noir, ici marron, c'est un morceau de la deuxième sous-unité. Et donc Per Nordlund a été capable d'obtenir une structure dans laquelle vous avez l'adénosylcobalamine. Et si je zoome cette partie-là, vous voyez la chose suivante. Vous avez la partie cobalamine, vous avez la partie adénosine. Oui, parce que, excusez-moi, ça c'est une structure dans laquelle la protéine fixe, la cobalamine et l'adénosine. Ce n'est pas la 5'-déoxyadénosine, mais ceci nous permet de montrer que le carbone du cofacteur 5'-déoxyadénosine voilà, à nouveau, ce carbone-là, dans la structure, c'est un CH2OH. Donc, ce qu'a fait Nordlund, c'est de faire un complexe avec uniquement cette partie-là, qui est stable, et puis l'adénosine. Donc, c'est un peu différent, mais néanmoins, ça permet de positionner les choses. Et donc, c'est assez intéressant parce que tout de suite, on voit que le carbone, qui va être radicalaire, qui est là,
il est trop loin du substrat. Et en effet, on retrouve une cystéine qui est entre les deux. Donc, à nouveau, la nature a choisi d'éviter que ce radical primaire ici arrache directement l'atome d'hydrogène ici, mais que ça passe par un radical cystéinyl, et la structure E11X montre parfaitement bien cette situation. Voilà. Donc, le résumé de ceci est que la fonction de ce cofacteur est de créer un radical sur cette cystéine. C'est la première étape. Qu'ensuite, cette cystéine arrache un atome d'hydrogène sur le carbone 3' qui est là, du substrat, qui est ici un ribonucléoside diphosphate, comme vous pouvez le voir. Oui, à nouveau, tous les substrats des ribonucléotides réductases sont des ribonucléotides et pas des ribonucléosides, donc c'est phosphorylé. Vous avez donc un radical ici, et donc, à nouveau, vous avez fait une oxydation à un électron, il faut une réduction à 2 électrons. Ces 2 électrons sont fournis d'une part par un système réducteur à 2 électrons, je vais le montrer, et puis par le fait qu'après avoir arraché un atome d'hydrogène pour donner le radical, le H qui est là, qui était initialement ici, revient dans cette position, et donc ça cycle. Voilà, donc le 3e électron, en fait, c'est cette cystéine qui le redonne. Voilà, le mécanisme a été parfaitement bien étudié. Ici, c'est sous un autre angle, puisque voilà cette fameuse cystéine qui devient radicalaire ici, vous voyez, qui va arracher un atome d'hydrogène là. Et vous voyez que ce carbone OH ici, il doit être transformé en carbone-hydrogène. Et vous avez besoin de l'équivalent d'un hydrure là. Et vous voyez ici, vous avez ce fameux système à 2 SH que j'ai montré précédemment, les 2 cystéines qui vont donner leurs 2 électrons, 2 protons, pour ensuite être transformés en disulfure avec un lien covalent soufre-soufre. Donc, vous voyez, très bien positionné pour réagir sur le substrat. Voilà, donc, bon, sans rentrer trop dans les détails, avec ici les numéros correspondant à cette enzyme. Oui, qu'est-ce qu'on peut noter ? Il y a un glutamate ici qui est très très important, vous voyez, qui est en liaison hydrogène avec cet hydroxyle en 3'. Vous avez une asparagine aussi qui est en lien hydrogène avec ces 2 OH, c'est ce qui est représenté ici, et vous avez les 2 cystéines. Donc le minimum pour faire une réduction d'un ribonucléotide est indiqué ici, parce qu'il va y avoir des transferts de protons et des transferts d'électrons. Donc arrachement de cet atome d'hydrogène, passage par ce radical, le radical cystéinyl est devenu cystéine. Voilà. Ensuite, ce radical, bon, les cystéines ici voilà, il y a un transfert de radical, il y a un départ de OH ici et une réduction de ce radical de sorte qu'on passe par une entité radicalaire intermédiaire ici. On a une sorte d'énol voilà. Ensuite, il y a une déprotonation pour donner cette cétone intermédiaire et cette entité-là va pouvoir réduire cette cétone pour donner ce radical sur le carbone 3 et ensuite vous avez la récupération du H à partir de cette cystéine. Voilà. Bon, pas la peine de rentrer trop dans le détail de ce mécanisme qui est très compliqué, se souvenir simplement qu'il y a un système à 2 cystéines qui transfère un électron après l'autre, un premier électron et puis un deuxième ici pour permettre cette réduction à 2 électrons. Autre caractéristique de cette enzyme de classe 2,
c'est la régulation allostérique. Donc, à nouveau, vous vous souvenez que la même enzyme réduit les 4 ribonucléotides, que les quantités relatives des désoxyribonucléotides dans la cellule doivent être parfaitement bien contrôlées. Et en fait, ce sont les produits de la réaction, les désoxyribonucléotides, qui régulent et qui disent à la protéine quel ribonucléotide doit être réduit en fonction des concentrations. Donc là, à nouveau, je vous montre cette structure. Donc, ce qu'a fait Nordlund, c'est qu'il a eu des tas de structures avec des effecteurs allostériques, enfin, avec tous les couples, avec la plupart des couples possibles. Hein, c'est ce que vous voyez donc ici, lorsque vous avez du DTTP, donc, qui est un désoxyribonucléotide, hein, qui est donc un produit de la réaction, eh bien, il pousse l'enzyme à fixer du GDP. Hein, c'est ainsi que... Alors, comment il le fait, on ne comprend pas encore très bien, mais c'est, comme vous pouvez le voir ici, à travers enfin, c'est une information qui passe à travers cette boucle qui est modifiée en fonction de la présence de tel ou tel effecteur allostérique ici et qui pousse la protéine à fixer tel ou tel substrat. Et voilà 3 images de structure avec le couple DTTP-GDP, DATP-CDP et DGTP-ADP. Et en effet, lorsque vous avez une accumulation de DTTP, l'enzyme réduit du GDP. Quand cette réduction de GDP augmente, vous accumulez du DGDP, donc du DGTP, il se fixe là, et à ce moment-là, l'enzyme arrête de réduire du GDP, mais réduit de l'ADP, qui devient DADP et donc DATP, et quand vous avez une accumulation de DATP, c'est le DATP qui se fixe dans cette zone-là et qui pousse à réduire du CDP. C'est ainsi que l'enzyme comprend quel est le ribonucléotide. C'est assez fantastique hein, comme système. Et simplement pour vous montrer ici que dans les 3 cas, vous voyez, les conformations de la boucle sont très très différentes. On ne sait pas encore très bien comment ça se passe, mais c'est un mécanisme assez fantastique au niveau atomique, moléculaire, pour sélectionner des substrats. Voilà. Lorsque nous nous intéressions à cette question de la biosynthèse des désoxyribonucléotides, invention de l'ADN, etc., voilà, à la fin des années 90, on s'était aperçu que personne n'avait regardé le statut en ribonucléotide réductase chez les archébactéries. Bon, alors, vous savez, hein, il y a beaucoup de débats sur la question de savoir si les archébactéries sont plus anciennes que tous les autres organismes vivants, ou si au contraire ce sont des organismes élaborés qui ont justement mis en place des mécanismes pour résister à des conditions extrêmes, enfin, etc., etc. Mais néanmoins, bon, on était parti avec l'idée, que si éventuellement ces archébactéries étaient, ou certaines étaient primitives, peut-être qu'on pourrait y trouver des systèmes de type ribonucléotide réductase assez intéressants, peut-être différents de ceux qui étaient connus. Et puis par ailleurs, de toute façon, c'était clair qu'il fallait trouver les ribonucléotides réductases des archées. Et ça n'avait pas été fait. Et puis par ailleurs, comme ces archébactéries, en particulier certaines archébactéries, vivent dans des conditions vraiment extrêmes, on va le voir avec Pyrococcus furiosus, on s'était dit que, connaissant les ribonucléotides réductases, peut-être avec un coup de chance, on tomberait sur une 4e classe de ribonucléotides réductases. Et en particulier, on savait que la S-adénosylméthionine, qui est donc on a pris des organismes anaérobies pour éviter la classe 1. On s'est dit la S-adénosylméthionine, c'est une molécule qui est extrêmement fragile à haute température. Donc, si on prend une archébactérie hyperthermophile, donc qui pousse à très haute température, ça m'étonnerait qu'elle fonctionne avec de la SAM. Et puis, la remarque était la même pour l'adénosylcobalamine. On savait que ce sont des entités qui sont extrêmement fragiles à la chaleur. Donc, on s'est dit, on va prendre une archébactérie. D'ailleurs, c'est Patrick Forter qui nous avait, qui avait fait le premier séminaire cette année, qui nous avait suggéré de travailler sur Pyrococcus furiosus, dont le nom exprime bien
les conditions extrêmes dans lesquelles cet organisme pousse. Donc c'est à des pressions élevées et à des températures qui dépassent 100 degrés, enfin aux pressions indiquées, mais en tout cas vraiment à très très haute température. Et donc on s'est posé la question, voilà, est-ce qu'on peut trouver une ribonucléotide réductase dans Pyrococcus furiosus, une nouvelle, ou bien voilà. En fait, oui, on a. Donc c'est ce qui est rapporté dans ce papier en 97. On a sorti la première ribonucléotide réductase d'Arché. Ça c'était bien. Bon, on aurait mieux aimé en trouver une qui soit différente. Il n'y a pas de classe 4 qui vient de ces archébactéries. En fait, c'est une classe 2. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, eh bien, c'est à ces températures absolument énormes, eh bien, c'est l'adénosylcobalamine qui est utilisée. Et on a d'ailleurs jamais vraiment publié, on n'a jamais publié ces résultats, mais l'adénosylcobalamine à très haute température, fixée à la ribonucléotide réductase, est d'une très très grande stabilité. Donc la protéine aussi fournit les conditions pour maintenir à très haute température ce cofacteur. On ne sait pas très bien pourquoi. Donc voilà, l'enzyme ne fonctionne, vous voyez, qu'autour de 80 degrés. Si vous êtes à température ambiante, il se passe strictement, enfin à température rien du tout, et à 37 degrés, à 30 degrés, il ne se passe rien du tout. En effet, c'est une protéine qui fixe l'adénosylcobalamine. Et la chose tout de suite frappante, c'est la très grande similitude avec les autres classes. C'est-à-dire quand on a découvert cette ribonucléotide réductase de classe 2 chez les archébactéries, on a même eu du mal au début sur la base des séquences, parce qu'on avait la séquence de la protéine, à croire que c'était une classe 2. On s'est même dit que c'était une classe 1 qui utilisait, ou une classe 3 qui utilisait une 5' enfin une adénosylcobalamine, tellement il y avait de similitudes entre les séquences de protéines de cette ribonucléotide réductase et la classe 1 de souris ou la classe 3 d'Escherichia coli. Et voilà, donc vous voyez dans la partie N-terminale ici de l'enzyme qui est là où se placent les effecteurs allostériques. Vous voyez la très grande similitude entre la classe 1, entre l'enzyme de Furiosus et l'enzyme de classe 3. Donc vraiment très proche. La cystéine qui devient radicalaire, vous voyez, elle est dans un environnement qui est assez proche entre la classe 1, Furiosus, et d'autres classes 2. Et de la même façon que les deux cystéines qui fournissent les deux électrons. Bon, voilà, donc ça a été une surprise, et comme je vais le dire, ça ne fait que confirmer enfin ce que je vais dire un peu plus tard, à savoir qu'il y a un ancêtre commun, il y a une ribonucléotide réductase, de mon point de vue, qui a ensuite évolué voilà, dans différentes directions. Voilà, donc vous avez maintenant une vision de toutes les façons qu'utilise le vivant pour faire des désoxyribonucléotides à partir de ribonucléotides. Il y a 3 ribonucléotides réductases. J'aurai plusieurs fois l'occasion de le présenter sous différents angles. Voilà, donc je reviens à la problématique. Voilà, le monde ARN, on l'a dit, je l'ai dit, Patrick Forter l'a dit, d'autres l'ont dit, Henri Grosjean, enfin, etc., effectivement, est en deux parties. Il y a d'abord un monde ARN dans lequel l'ARN joue à la fois support de l'information génétique et également joue un rôle de catalyse. C'est effectivement le concept que les ARN sont doués de propriétés catalytiques, les ribosymes, etc. Bon. Néanmoins, ça ne va pas très loin, parce que même aujourd'hui, on n'est pas capable de catalyser énormément de réactions avec des ARN. Certes, ça a valu un prix Nobel à ceux qui ont découvert les ribosymes, mais et de toute façon, il y a en effet des activités catalytiques d'ARN extrêmement importantes dans le vivant, mais néanmoins, le vivant a besoin de beaucoup plus que ce que les ARN sont capables de faire. Donc il y a une étape supplémentaire qui est l'introduction des protéines pour faire de la catalyse, c'est quand même nettement mieux. Et en effet, il y a eu une étape
très importante, c'est l'invention du ribosome, c'est-à-dire cette machinerie essentiellement ARN qui est capable de transformer un message ARN en protéine. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et puis, dernière étape, avec donc une complexification supplémentaire, qui est que c'est encore mieux de stocker l'information génétique sur de l'ADN. Donc on coupe ici, on introduit un partenaire. Bon, on a évoqué des tas de raisons pour lesquelles il vaut mieux de l'ADN que de l'ARN. L'ADN est plus stable, la réplication est plus fidèle, la réparation est possible. Vous vous souvenez de cette discussion sur la désamination de la cytidine, qui est détectable dans l'ADN mais qui ne l'est pas dans l'ARN. Bon, enfin, il y a tout un tas de raisons. Et évidemment, dans un monde où il n'y avait que des ribonucléotides et des protéines, eh bien, il faut inventer les désoxyribonucléotides. Donc, il a fallu qu'après l'arrivée du ribosome, arrive une deuxième chose révolutionnaire, qui soit une ribonucléotide réductase, donc, qui transforme les riboses, les ribonucléosides, qui polymérisent pour donner l'ARN, en une autre molécule, qui est les désoxyribonucléosides, qui polymérisants vont donner de l'ADN. Alors, voilà les trois questions que, donc, pour terminer cette histoire, je voudrais aborder. La première, c'est l'évidence qu'il y a un ancêtre commun, qu'à partir de cet ancêtre commun, il y a eu probablement une évolution divergente, et cette évolution divergente, elle est essentiellement dans la contrainte, vous allez le voir, qu'il y a à créer des radicaux, et qu'en fonction de l'évolution, il y a différentes stratégies qui ont été utilisées pour former des radicaux. Puis après, la question, c'est 1, 2 ou 3 comme RNR primitive. Alors, bon, vous n'avez pas en tête tout ce qu'on a dit il y a déjà plus d'un mois, et je vais vous montrer les différentes choses en commun qu'ont toutes ces ribonucléotides réductases, parce qu'elles ont vraiment énormément en commun. Il y a d'abord une très forte conservation structurale. Vous avez ici voilà, la ribonucléotide réductase de classe 1. Vous voyez donc un dimère. Le lien donc de la grosse sous-unité avec un lien entre ces dimères qui se fait à travers ces hélices, qui portent des boucles, j'y reviendrai, qui vont assurer des communications entre le site allostérique et le site du substrat. C'est à nouveau sur ce dimère que se fait la réduction du ribonucléotide. Si vous prenez la classe 2 de Thermotoga maritima, là aussi un dimère, le lien entre ces deux sous-unités se fait à travers des hélices alpha, et là encore, regardez la ressemblance, le site allostérique, le site de substrat, et la boucle qui sépare les deux sites. Et si vous regardez l'enzyme de classe 3, c'est un peu différent dans l'organisation, mais néanmoins, dimère, hélice pour le contact, site actif. Là, non, c'est une erreur. Là, c'est le site allostérique et le site actif est là. Il devrait, S devrait être là et A devrait être là. Bon, et donc vous avez une distance un peu plus grande et voilà, vous avez cette boucle qui joue le rôle de transféreur d'informations. Donc vous voyez, au niveau structural, très très proche. Autre chose extrêmement ressemblante, c'est l'organisation du site actif, où va se fixer le substrat. Ici, vous avez la classe 1. Vous voyez le site actif à l'intérieur de sorte de tonneau bêta ici. Même chose ici dans la classe 2 et même chose dans la classe 3. Vraiment très ressemblant. Et au milieu, vous avez une boucle
qui contient la cystéine qui va être radicalisée. Vous voyez, elle est là dans la classe 1, elle est là dans la classe 2, elle est là dans la classe 3. Et le substrat va se positionner à côté dans tous les cas, parce que dans tous les cas, c'est une cystéine qui est radicalisée. Donc tout ça, évidemment, suggère que le système primitif était en effet un système peut-être dimérique, avec des hélices alpha en interaction, avec une organisation des sites allostériques, ici j'y reviendrai, et avec cette plus ou moins simplifiée l'organisation d'un site actif qui comportait cela. Bon, une autre façon de présenter les choses, vous voyez, cette boucle, ça c'est l'enzyme de classe 1, cette boucle qui porte la cystéine, elle est très proche d'une tyrosine qui est transitoirement radicalisée. Et c'est cette tyrosine qui arrache un atome d'hydrogène directement sur la cystéine pour le rendre radicalaire. Vous vous souvenez que dans la classe 1, ce radical tyrosinyl, en fait, est le produit d'un transfert à très longue distance à partir du radical tyrosinyl qui est sous l'autre sous-unité. Mais je montre ça parce que dans la sous-unité de classe 3, dans la RNR de classe 3, la cystéine qui est radicalisée ici voit son atome d'hydrogène arraché par une glycine qui est tout à fait adjacente et qui est qui est positionnée, on va le voir d'ailleurs dans une autre image, qui est positionnée presque de la même façon qu'ici la tyrosine. La tyrosine se positionne, c'est sympa de parler dans cette joie musicale. Voilà, donc positionnée de façon très très semblable. Hein, donc vraiment la conservation structurale très forte. Conservation mécanistique absolue, hein, puisque dans tous les cas, quel que soit le système, ce radical cystéinyl est là pour arracher un atome d'hydrogène du ribose, pour faire ce radical intermédiaire. Il n'y a pas d'exception, toutes les ribonucléotides réductases fonctionnent comme ça. La petite différence, c'est la source des 2 électrons ici, qui dans certains cas sont des dithiols, et dans un autre cas, c'est du formiate. Hein, c'est de l'acide formique. Voilà, là, il y a une différence. On y reviendra. Et regardez ce que je vous disais. Vous voyez, on a superposé ici les structures disponibles des 3 classes de ribonucléotides réductases. Vous voyez, vous avez la boucle, dans les 3 cas, la boucle qui porte les cystéines. Ça, c'est les 3 classes de ribonucléotides réductases. On les a mis de sorte que les cystéines soient au même endroit. On voit le site du substrat ici. Et ici, il suffit d'appuyer sur un bouton. Hein. Voilà. Vous voyez ici, ce qu'on a fait, c'est de montrer les précurseurs de ce radical cystéinyl. Dans la classe 1, vous avez ces 2 tyrosines. Vous voyez qu'à nouveau, hein, les radicaux qui vont se former là viennent d'une tyrosine qui a 35 angstroms. Mais vous créez un radical là, puis là, et bam, ça tape sur la cystéine, ça fait un radical et ça attaque le substrat. Dans le cas de la classe 2, les structures montrent que le 5' déoxyadénosine, l'adénosine se positionne exactement là, au niveau de cette tyrosine. Donc le carbone radicalaire du radical 5' déoxyadénosine est là, est bien positionné pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Dans le cas de la classe 3, c'est une glycine, vous voyez, elle est à peu près dans la même zone. Cette glycine est là, comme tous les précurseurs qui vont arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Donc tout est organisé, absolument, pour créer un radical sur une cystéine qui va arracher le substrat, l'atome d'hydrogène sur le substrat. Et évidemment, il faut créer ce radical, et il y a tout un tas de systèmes différents, mais au bout du compte, dans la dernière étape, il y a un radical intermédiaire qui se positionne là pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine.
Voilà, donc ribonucléotides réductases, c'est des radicaux cystéinyles qui sont formés, donc je l'ai dit, soit à partir d'une glycine dans la classe 3, vous voyez, la glycine est là, arrache un atome d'hydrogène, soit une tyrosine, c'est cette tyrosine qui est là, qui arrache un atome d'hydrogène, soit le radical CH2 point, qui est du 5' déoxyadénosine qui est là. Voilà. Conservation allostérique également, j'en ai déjà dit quelques mots, mais tous ces systèmes donc, ont besoin d'une régulation pour s'assurer, à nouveau, je l'ai dit, que les 4 désoxyribonucléotides sont bien réduits dans les proportions qu'il faut et à les vitesses nécessaires, de sorte que les quantités relatives et absolues de ces 4 désoxyribonucléotides qui sont ensuite incorporés dans l'ADN soient parfaitement bien contrôlées. En l'absence de ce contrôle, c'est n'importe quoi et donc des sources d'erreurs et de choses dramatiques du point de vue de la synthèse de l'ADN. Et comme je l'ai montré plusieurs fois, mais ici, ceci vous indique que dans tous les cas, le DATP est en général un effecteur allostérique qui bloque tout. Le CDP, la réduction du CDP et de l'UDP est activée par l'ATP. L'accumulation de DTTP bloque, donc le produit bloque sa propre formation et active la réduction du GDP en DGTP qui, s'accumulant, active la réduction de l'ADP en DADP qui, devenant DATP, bloque tout. C'est toujours pratiquement, à quelques détails près, la même chose chez toutes les ribonucléotides réductases. Et du point de vue structural, à nouveau, vous voyez, dans la classe, voilà, la classe 1, je l'ai déjà montré avec la proximité, les deux boucles. Vous voyez ici, c'est très semblable, c'est un peu différent ici. Mais vous voyez cette boucle dans la classe 1 avec un effecteur allostérique qui est le DGTP et ici la DP. Dans la classe 2, une boucle très semblable, vous avez l'effecteur allostérique ici et le substrat là. Et dans la classe 3, un système un peu différent, mais vous avez un effecteur allostérique ici, DGTP, et vous avez le substrat ADP. Ici, voilà, c'est cette boucle-là qui est quand même... La distance est plus grande, hein, on comprend un peu moins les choses, mais néanmoins, il y a un système de boucle ici qui passe l'information de fixation du DGTP, de l'effecteur allostérique. Donc, une très très grande conservation aussi allostérique. Voilà. La conclusion de tout ça, c'est que véritablement, on ne peut pas faire autrement que de penser que, à un moment donné de l'évolution, il y a eu un système, un premier système, donc un ancêtre commun à toutes les ribonucléotides réductases, qui a possédé toutes ces caractéristiques que je viens d'indiquer, au niveau structural, au niveau allostérique, au niveau des mécanismes, que la nature a trouvé la solution pour réduire les ribonucléotides en désoxyribonucléotides, qui était d'avoir un radical cystéinyle sur une boucle pour attaquer des ribonucléotides. Deuxième question, la formation des radicaux. Parce que là, pour le coup, c'est totalement différent. Dans le cas de la classe 1, il faut de l'oxygène, je l'ai dit, il faut un métal, il faut du fer, et on crée un radical tyrosinyle très loin, 35 angstroms, et c'est lui qui est responsable de la formation du radical tyrosinyle, via toute une chaîne de porteurs de radicaux intermédiaires. On l'a vu dans la structure, les tyrosines que j'ai montrées dans la classe 1 qui sont proches de la cystéine ne correspondent pas à cette tyrosine. C'est d'autres tyrosines qui sont plus éloignées de la tyrosine initiale et plus proches de la cystéine qui devient radicalaire. Dans la classe 2, c'est pas du tout le même métal, c'est du cobalt, c'est un cofacteur évidemment totalement différent. Je ne l'ai pas encore dit, mais
une des caractéristiques, mais je le redirai, des ribonucléotides réductases de classe 2, c'est que ce sont des systèmes qui sont insensibles à l'oxygène, ne sont pas inactivés par l'oxygène, et qu'on trouve aussi bien dans des organismes aérobies qu'anaérobies. Et puis le troisième système de formation des radicaux, c'est à partir d'une protéine qui a un cluster 4 fer 4 soufre avec de la S-adénosylméthionine pour créer un radical glycinyle qui va arracher l'atome d'hydrogène de la cystéine. Vous voyez, donc 3 systèmes totalement différents. Donc ancêtre commun, la ribonucléotide réductase, c'est-à-dire, à nouveau, je ne parle que de l'ensemble qui fixe les ribonucléotides et qui les réduit, cette partie-là a l'air d'être commune. Par contre, c'est l'activation de cette enzyme qui est très différente. Donc ça, je redis, donc la classe 1, c'est un radical tyrosinyle qui crée un radical cystéinyle. Dans la classe 2, c'est l'adénosylcobalamine qui crée un radical 5'-déoxyadénosyl qui va ensuite former le radical thiyle. Et dans la classe 3, c'est la S-adénosylméthionine qui crée le radical 5'-déoxyadénosyl pour créer le radical glycyle ensuite et pour créer enfin le radical cystéinyle. Alors c'est la première fois que je mets en face ces deux choses-là. Pour ceux qui se souvenaient bien des radicals SAM et de la classe 3, vous aurez bien sûr noté qu'il y a quand même une petite conservation ici, c'est l'utilisation du même radical, 5'-déoxyadénosyl, dans la classe 2 et dans la classe 3. Et donc, il y a deux façons de produire ces radicaux 5'-déoxyadénosyl dans la nature. C'est soit en utilisant un cluster 4 fer 4 soufre, une source d'électrons et de la S-adénosylméthionine, en réduisant cette petite molécule organique, vous induisez la rupture de cette liaison soufre-carbone qui est à la base de toute la chimie des radicals SAM et vous créez ce radical 5'-déoxyadénosyl. Vous avez une autre façon de faire, c'est à partir de l'adénosylcobalamine, activation de cette liaison cobalt-carbone, rupture, et vous formez exactement le même radical 5'-déoxyadénosyl. Voilà. Alors, évidemment, ce radical 5'-déoxyadénosyl, il est intéressant, et c'est un radical extrêmement réactif, extrêmement oxydant, il arrache tous les atomes d'hydrogène possibles avec je l'ai dit, le fait que la liaison CH ici, c'est 100 kcal par mol, pratiquement supérieur à toutes les liaisons de type, qui impliquent un atome d'hydrogène. Alors, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que ce sont deux... ce qui est intéressant ici, c'est de dire, est-ce que finalement, ce sont deux systèmes... finalement, est-ce que la nécessité, c'est tellement de produire ce radical que, quelles que soient les possibilités... que la nature a choisi de multiplier les systèmes qui produisaient ce type de radicaux. Visiblement, il y a un tropisme du vivant pour la chimie radicalaire partant de ce radical 5'-déoxyadénosyl. On pourra en dire quelques mots du point de vue de l'évolution. Une autre remarque que je voudrais faire, étant très impliqué dans la biologie des métaux d'une manière générale, c'est qu'il n'y a pas de ribonucléotide réductase, il n'y a pas de synthèse d'ADN, il n'y a pas de vie sans métaux dans ce cas spécifique. Tous les systèmes qui participent à la création des radicaux sont des systèmes métalliques. Il faut du fer dans le cas de la classe 1, il faut du cobalt dans le cas de la classe 2, il faut également du fer dans le cas de la classe 3. On a absolument besoin de métaux pour notre ADN. Ces métaux participent à l'activation des ribonucléotides réductases. Et à nouveau, pour bien préciser les choses, ces métaux sont particulièrement pertinents dès lors qu'il s'agit d'activer des molécules.
vous savez, notre vie dépend de tout un tas de molécules d'une très très grande stabilité. C'est l'oxygène, qui est très stable, c'est le dioxyde de carbone, c'est l'azote, c'est l'eau. Voilà. Les grandes quantités de ce que nous avons autour de nous, ce sont des molécules d'une très très grande stabilité, qui évidemment, au cours du temps, sont les molécules les plus stables qui se sont accumulées à la surface de la Terre, et que si on veut en faire quelque chose, et potentiellement il y a des grandes choses à faire avec de l'oxygène, de l'eau, de l'azote, etc., du CO2, et d'ailleurs en permanence, toutes ces molécules sont transformées à la surface de notre planète. Il faut les activer, et il n'y a rien de mieux qu'un métal pour les activer. La nature a compris ça très tôt. Ici, dans le cas de la formation de ce radical tyrosinyle, si on veut utiliser de l'oxygène, eh bien, il faut l'activer, et en particulier le fer est dans son état ferreux réduit est particulièrement doué pour fixer de l'oxygène moléculaire, pour modifier son électronique et créer des entités qui soient beaucoup plus oxydantes que l'oxygène lui-même. J'aurai sans doute dans les années à venir l'occasion de discuter de ces aspects-là qui m'intéressent tout particulièrement. Ici, ce système est un peu particulier. C'est un système qui contrôle des radicaux à travers cette liaison cobalt-carbone. Voilà. Dans le cas de la classe 3, la S-adénosylméthionine, ce sulfonium, cette molécule, c'est une molécule qui est aussi très très stable. Si vous voulez la réduire pour créer des radicaux, il faut atteindre des potentiels redox qui sont inaccessibles dans le monde vivant. Eh bien, là aussi, il faut des catalyseurs. Vous vous souvenez que cette S-adénosylméthionine, elle se fixe à un cluster 4 fer 4 soufre. Et cette interaction entre le métal et la S-adénosylméthionine provoque des modifications électroniques suffisamment importantes pour que le transfert d'électrons soit facilité et que la cassure de la liaison soufre-carbone, qui ne se fait pas facilement, la liaison soufre-carbone, c'est une énergie de l'ordre de 60 kcal par mol, c'est donc énorme, et ça ne se casse pas comme ça. Voilà. Donc, conclusion de cette deuxième question. Oui, un ancêtre commun. Oui, la partie ribonucléotide réductase, la partie qui fixe le ribose, qui le réduit, qui contient le radical cystéinyle transitoirement. En effet, tout ça, c'est la même chose. Les différences, c'est la formation des radicaux que je présente autrement. Vous voyez ici, dans la classe 1, il y a une sous-unité R2 où il y a du fer et on crée un radical à 35 angstroms de distance. C'est quand même très compliqué comme stratégie, mais c'est ça que la nature a choisi, c'est ça que nous avons dans nos cellules. Et ce radical est ensuite transféré. Vous retrouvez les deux tyrosines qui sont proches de la cystéine, le substrat. Dans le cas de l'adénosylcobalamine, là, il n'y a pas de deuxième sous-unité. Le générateur de radicaux se fixe sur la protéine elle-même. Il n'y a pas de deuxième protéine. Et ce cofacteur, vous voyez, cobalt ici, cystéine ici, c'est là que va se faire le radical. Et puis, classe 3, 4 fer 4 soufre et S-adénosylméthionine. Et là, c'est une deuxième sous-unité. Je ne la montre pas parce que malheureusement, et ça c'est une des choses qui manque encore, nous n'avons pas de structure aux rayons X de la sous-unité où se fait, qui porte le cluster fer-soufre, qui fixe la SAM et où se fait la production du radical 5'-déoxyadénosine. Voilà. Alors, dernière partie, discussion sur quelle est la RNR primitive. Voilà, j'aimerais vous poser la question maintenant que vous savez tout. Voilà. J'aimerais que vous me disiez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire laquelle il préfère comme RNR primitive ?
Allez, dites-moi. Ou alors on vote. Oui, ça. Bon, mettons que ça ne soit pas l'une des trois. Mais quelle est celle. Non, non, mais. Souvent, les enseignants communs, justement, sont fictifs. Enfin, sont pas fictifs, mais on les a pas trouvés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, la ressemblance des trois est tellement impressionnante du point de vue de la. Mais voilà. Donc, non, non, si. C'est vrai que la démocratie peut être une solution à. Est-ce que la démocratie est une solution à la science? Non. Non, très bien. Oui, Henri. La 3? Est-ce que le cobalt est apparu avant le fer? Voilà, ok. Donc, question, le cobalt vis-à-vis du fer, oui. Ouais. Henri, tu peux justifier ton choix. Parce qu'il y a une chose, je ne sais pas si tu vas en parler, il y a le monde thioester, c'était le monde de l'ARN. Pardon, le monde thioester, fer, donc l'amalgame soufre-fer, était dans la soupe prébiotique. Et donc ça, c'est un des éléments de oui. ton système. Ça, c'est un argument qui me fait pencher sur le... Oui, je vais revenir sur cet argument, mais il y a quand même une chose que je voudrais rectifier, c'est qu'à nouveau, je ne souhaite pas qu'on utilise l'argument de soupe prébiotique, parce que j'insiste, on n'est pas du tout dans la soupe prébiotique au moment où l'ADN est inventé, hein, au moment où la ribonucléotide réductase arrive. Mais néanmoins, on n'est peut-être pas encore aussi élaboré, on a des restes de cette soupe prébiotique, je veux bien. Ouais. Allez. Classe 3, classe 2, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Comment? Vous n'en pensez rien. Jean-Claude? Hein? Bon. J'avais prévu de venir avec un bulletin de vote où on aurait mis nos choix et comme ça on aurait décidé tous ensemble. Bon. Alors je continue. Comment? Classe 2, une seule sous-unité. Oui, c'est un argument. Ouais. Oui. Bon, vous voyez, c'est partagé là. Hein. On est comme pour les élections. Hein. Alors, bon, 3 classes de ribonucléotide réductase. Voilà. À nouveau, hein, vous vous souvenez, classe 1, fer radical, classe 2, 5'-déoxyadénosylcobalamine, et puis radical SAM, fer soufre, SAM. Voilà. Alors, je crois qu'on peut exclure, franchement, on peut exclure la RNR de classe 1. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que s'il y a si les organismes anaérobies, de façon évidente, sont capables de faire de transformer des ribonucléotides en désoxyribonucléotides, c'est évident, puisqu'il y a des organismes vivants strictement anaérobies qui font bien de l'ADN. Donc, et puis il y a tout un tas d'arguments pour dire que l'ADN est arrivé, même si c'est un produit tardif, c'est un produit qui est arrivé avant l'oxygène. L'oxygène est encore plus tardif que l'ADN. Même si je dis qu'on n'est pas dans la soupe prébiotique, il est assez clair que le monde ARN a duré très peu de temps et que le monde ADN est arrivé vite. L'oxygène, hein, je l'ai dit il y a 2 ans, je crois, c'est à peu près il y a 2 milliards d'années, 2 milliards et demi. L'ADN, c'est bien avant. Donc, la RNR de classe 1, c'est une RNR qui ne fonctionne qu'en présence d'oxygène. Donc, de ce point de vue-là, c'est un très fort argument pour la mettre beaucoup plus tard. Deuxièmement, le centre métallique ici, qui est utilisé dans la ribonucléotide réductase de classe 1, ce sont ces complexes de type oxo-fer que Steve Lippard, Jean-Claude se souvient peut-être, appelait la rust chemistry, la chimie de la rouille, un peu contrôlée, hein, mais ce sont des oxydes de fer, des formes d'oxydes de fer qui se retrouvent là. Et là, on est vraiment avec des matériaux qui sont les matériaux du monde aérobie. Donc là aussi,
d'un monde qui est arrivé beaucoup plus tard. Évidemment, toute cette discussion sur l'oxygène, c'est parce que, par ailleurs, non seulement l'enzyme fonctionne en aérobiose, mais a besoin de l'oxygène. L'oxygène est absolument nécessaire dans notre cas, puisque, en effet, l'oxydation de la tyrosine en radical tyrosinyle est une oxydation qui dépend strictement de l'oxygène moléculaire. Et puis, vous vous souvenez qu'il faut évidemment des électrons pour réduire les ribonucléotides en désoxyribonucléotides, et on a besoin d'un système réducteur. Et dans ce cas-là, c'est un système réducteur qui est assez complexe, qui utilise du NADPH, des molécules, des protéines de type thiorédoxine réductase, thiorédoxine. Donc, de tous ces points de vue, j'exclus complètement la ribonucléotide réductase de classe 1 comme primitive. Alors, je vais, même si on n'a pas, on n'a pas la certitude absolue, mais voilà, mon message, c'est que la RNR primitive avait de grandes ressemblances avec la RNR de classe 3. C'est une enzyme qui fonctionne exclusivement en anaérobiose. L'oxygène est très toxique pour cette enzyme. Le centre métallique qui est utilisé, c'est donc un cluster fer-soufre, c'est ce que disait Henri Grosjean tout à l'heure. En effet, les clusters fer-soufre sont considérés dans notre communauté comme étant des descendants de matériaux à fer et à soufre qui sont très abondants à la surface de la Terre, qui le sont plus particulièrement dans des milieux anaérobies, que sont tous ces composés de type pyrite, par exemple, mais il y a toutes sortes de composés à fer et à soufre, qui étaient très abondants, à la surface desquels des tas de gens ont démontré ça, enfin peut-être le plus célèbre est Wasterhauser, montré qu'on pouvait faire de la chimie à la surface de ces sulfures de fer, de nickel, etc. Et que il s'avère qu'on travaille un peu là-dessus, mais l'analyse des génomes montre assez clairement qu'il y a des très très grandes différences en contenu en fer-soufre entre les différents organismes vivants, et d'une certaine façon, plus l'organisme est primitif, plus il contient un gros paquet de protéines fer-soufre. Et nous, par exemple, les hommes, nous avons relativement peu de systèmes dépendants de protéines fer-soufre, comparé par exemple à des archébactéries. On est en train de faire cette analyse et c'est tout à fait intéressant. Il semblerait que très tôt, la nature a choisi des clusters fer-soufre pour faire tout un tas de réactions catalytiques, et puis dès qu'elle l'a pu, pour des tas de raisons, elle a remplacé ces fer-soufre par autre chose. Le système de formation de radical est particulièrement simple. Je mets un point d'interrogation parce que la simplicité, elle vient dans le fait qu'on part d'une molécule d'une très grande simplicité. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais en même temps, vous noterez que je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, c'est une molécule qui typiquement vient du monde ARN-protéine. Hein. Vous voyez ? Là, il y a une protéine, enfin c'est un acide aminé, c'est une méthionine, et là vous avez un ribose. Hein. Et il suffit, petite molécule qui devait être là depuis très très longtemps, il suffit d'envoyer un électron et puis on fait le radical. Ici, on coupe là et on fait le radical. Bon, je mets point d'interrogation parce que quand même il faut un électron ici. Et voilà, et aujourd'hui, dans les classes 3, le système d'apport des électrons, même si on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais enfin, c'est quand même des protéines complexes qui amènent les électrons. Et la chose aussi tout à fait intéressante, c'est que pour faire la réduction des ribos en désoxyribonucléotides, alors pour le coup, contrairement à la classe 1, il n'y a pas besoin de thiorédoxine réductase, de thiorédoxine, de NADPH, c'est du formiate. C'est de l'acide formique, molécule à 1 carbone, qui est alors là présent depuis que la Terre existe, et qui est un puissant réducteur. Voilà tout un tas de raisons pour dire que la classe 1, c'est pas le primitif, la classe 3 probablement. Alors la classe 2, c'est délicat. Bon, on a entendu monsieur dire tout à l'heure, c'est un monomère, donc c'est... il n'y a pas de sous-unité nécessaire.
Oui, alors il y a des arguments pour et des arguments contre. Alors on a évoqué aussi le cobalt. Alors évidemment le cobalt et le fer sont là depuis à peu près la même date. Par contre, ce qui est clair, c'est que le cobalt est très très peu abondant à la surface de la Terre, bien moins que le fer. Vous savez que c'est l'aluminium qui est le métal le plus abondant, mais juste derrière c'est le fer. Et le cobalt, vous voyez, c'est presque un rapport de 10 puissance 5 entre les deux de disponibilité. D'ailleurs, il y a très très peu de systèmes à cobalt utilisés dans le vivant. Bon, l'adénosylcobalamine, la vitamine B12 sont en effet des molécules qui existent dans le vivant. Donc le cobalt a été choisi, mais sans doute parce qu'il a des propriétés tout à fait intéressantes dans certains cas. Mais la nature, d'une manière générale, a tout fait pour ne pas prendre le cobalt. Donc on peut penser que au moment où la ribonucléotide réductase est née et qu'on était en milieu anaérobie, les quantités de fer disponibles étaient énormes, bien plus que maintenant, notamment dans l'eau de mer, parce que c'était du fer 2, donc soluble dans l'eau, alors que le fer 3 que nous avons n'est pas soluble et a précipité massivement sous la forme d'oxyde, d'hydroxyde, enfin, etc., etc. Donc tout ça va en faveur du fait que probablement le cobalt n'a pas été choisi au début. Le système d'apport d'électrons est comme la classe 1, c'est-à-dire un système complexe, thiorédoxine réductase. Et je vais vous le montrer en passant quelques dias très rapides, mais la biosynthèse de ce truc-là est une horreur. Comparé à la S-adénosylméthionine, vous voyez, c'est une molécule magnifique. Hein, des très grands chimistes se sont intéressés à la fois à la synthèse au laboratoire de ces molécules-là et aussi à découvrir comment elle est biosynthétisée. Donc la synthèse de ce cofacteur est très très complexe. Je vais y revenir. Par contre, sur les points positifs, une fois que vous l'avez, c'est encore plus simple que pour la classe 3 de créer le radical. Parce que c'est une sorte de réaction d'équilibre. Il n'y a pas besoin d'électrons, il n'y a besoin de rien. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est un système qui fonctionne en aérobiose, en anaérobiose. Ce n'est pas sensible à l'oxygène, c'est indépendant de l'oxygène. Donc, si c'est apparu très tôt, ça fonctionnait. Quand l'oxygène est arrivé, ça a continué à fonctionner. L'oxygène n'a pas gêné. Bon, voilà. Néanmoins, je crois que la chose difficile, c'est d'imaginer que ce cofacteur était présent très tôt dans l'évolution. Voilà, alors l'adénosylcobalamine est synthétisée à partir de l'acide aminolévulinique. Bon, je ne détaille pas, mais j'ai 3 diapositives qui vous montrent les différentes étapes. Vous voyez toutes les réactions qui sont impliquées dans la biosynthèse. Il faut à chaque étape une enzyme différente. Et puis il y a des synthèses aussi en anaérobiose. Voilà. La question n'est pas de rentrer dans le détail de cette synthèse, peut-être un jour je la raconterai, mais vous voyez, c'est un système de très très grande complexité. Je crois que donc, ça, c'est l'argument le plus fort pour dire la classe 2 est arrivée après. Voilà. Donc, ma conclusion, c'est que monde ARN protéine, et puis à un moment donné, il y a une ribonucléotide réductase qui permet de synthétiser les désoxyribonucléotides, de créer de l'ADN. Et probablement, ceci a été possible parce que, en conditions d'anaérobiose, la conjonction, enfin, la capacité d'une protéine de fixer un cluster fer-soufre, ce qui était probablement très facile à l'époque, de fixer une petite molécule qui est probablement très très abondante, d'utiliser une source d'électrons pour casser cette liaison soufre-carbone, de créer un radical, que ce radical ait trouvé une cystéine à côté pour faire un radical cystéinyle et qu'il y ait du formiate très abondant pour faire la source d'électrons pour la réduction du ribonucléotide. Tout ça, ça a été la première protéine. Probablement, c'est cette chimie-là qui a été mise en œuvre dans l'invention de l'ADN. Voilà.
Donc classe 3, bien avant l'arrivée de l'oxygène, la classe 1 bien après, et la classe 2, ben, on ne sait pas très bien. Peut-être là, peut-être là, peut-être là. Et là, il y a des tas de questions, et ça me permet, je crois, de passer au dernier transparent pour terminer. Parce que il y a une ribonucléotide réductase primitive. Tout de suite, enfin à ce moment-là, la nature a trouvé une solution qui était une protéine avec un radical cystéinyle. Ensuite, ça n'a jamais plus bougé. Cette solution a été conservée et pendant des milliards d'années, toutes les évolutions n'ont pas touché à cet aspect-là. C'est pour ça que je mets la même ribonucléotide réductase avec la cystéine pour toutes les classes que nous connaissons aujourd'hui. Alors, vous nous avez dit ça n'a peut-être rien à voir avec ces trois classes-là. C'est pour ça qu'en effet, je me suis permis de garder une formulation aussi imprécise que celle-là, en disant il y avait un créateur de radical. Il a fallu un créateur de radical. Il était peut-être très très différent de tout cela. Voilà, ma proposition, c'est qu'il était assez proche de celui-là. Vous voyez, à partir de la S-adénosylméthionine pour créer ce radical. C'est pas très très compliqué de faire ça. À nouveau, c'était très abondant. Donc, la distance entre ces deux peut être très proche. Elle peut être très éloignée si ce X-point était quelque chose de totalement différent. Bien sûr, on n'était pas là pour vérifier. Donc, classe 3. Après, quand l'oxygène arrive, plus tard, bon, vous le savez, c'est une catastrophe. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai que c'est une image. C'est sans doute la plus grande pollution gazeuse qu'il y ait eu sur la Terre depuis toujours, qui a détruit plus de 99% des organismes vivants qui vivaient sur la Terre. En tout cas, si ceux-là avaient une ribonucléotide réductase de classe 3, c'est certain qu'ils mourraient instantanément. Parce que voilà, cette enzyme a une très très grande fragilité à l'oxygène. En moins d'une seconde, il n'y a plus d'activité enzymatique. La partie ici, fer-soufre, se dégrade, le radical glycinyle se détruit, la protéine se casse, enfin, c'est une catastrophe. Alors, évidemment, il y a quand même quelques-uns de nos ancêtres qui ont survécu à cette pollution, qui se sont adaptés. Et évidemment, en présence d'oxygène, il a fallu trouver un autre... Alors, des organismes sont restés dans des niches anaérobies, puisque c'est encore le cas à la surface de la Terre. Mais en tout cas, ceux qui étaient vraiment à la surface en présence d'oxygène, pour faire leur ADN, eh bien, ils ont utilisé des stratégies différentes. Et là, on peut comprendre qu'il y a eu une évolution vers un système qui a gardé, parce que ça, c'était vachement intelligent, enfin, du point de vue de la nature. Je ne sais pas si on aurait pu trouver pareil ou mieux, ou si on peut trouver mieux. Pour le moment, on ne cherche pas, de toute façon. Mais voilà, ça a été conservé. Il faut créer un radical sur cette partie-là. Et là, eh bien voilà, c'est de la chimie qui exploite l'oxygène moléculaire, des catalyseurs du monde à oxygène, et donc c'est la création du radical tyrosinyl. Alors là, on pourrait se dire, pourquoi la nature a fait un truc si compliqué d'aller mettre une tyrosine à 35 angstroms de distance, avec quand même, c'est hyper compliqué sans perdre le radical en route, de garder une efficacité pour faire trimballer un radical sur 35 angstroms de distance. Alors qu'il aurait pu, on voit bien que c'est possible, puisque c'est bien ce qui se passe, par exemple, dans la classe 2. Finalement, on pourrait imaginer que ce cluster, enfin ce site binucléaire ait été à proximité, vous voyez par exemple vous voyez, si j'avais mis un cluster, un binucléaire de fer ici, je ne m'occupe plus de la sous-unité R2, là, je l'enlève celle-là. Je garde celle où il y a le cystéine radicalaire substrat. Je mets un binucléaire de fer ici, je crée un radical là sur la tyrosine, ça fait la même chose, théoriquement. Bon. Je n'ai pas tellement de réponse à ça. Est-ce qu'il y a un avantage à avoir, peut-être, il y a un avantage à avoir sorti la chimie de l'oxygène
qui a lieu là, du site du substrat qui pourrait être sensible à l'oxygène. Parce que si on veut de la chimie de l'oxygène ici, il faut quand même des canaux qui permettent l'entrée de l'oxygène ici. Si on fait rentrer un peu trop d'oxygène ici, il y a quand même des radicaux intermédiaires, ça peut être un problème. Bon, enfin, je n'en sais rien. Mais là, ça a été un choix vraiment de mettre le truc très loin. Voilà, en tout cas, on comprend que, si vous voulez, il y a une évolution qui est... Bon. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est quel était l'avantage, si la classe 3 était primitive, à créer une classe 2 quand on avait la classe 3 et la classe 1. Et en même temps, à nouveau, toutes ces classes-là descendent d'un ancêtre commun, puisque la partie ici, ribonucléotide réductase elle-même, est la même que toutes les autres. Donc il y a eu donc de deux choses l'une. Soit c'est arrivé après, en effet, et quel est l'avantage à avoir créé un système de radicaux différent de celui-là? Alors, peut-être que cette chimie radicalaire ici est suffisamment intéressante pour la poursuivre dans certains micro-organismes. D'ailleurs, c'est uniquement chez je vous rappelle, uniquement chez les bactéries et les archébactéries. Et qu'en effet, l'avantage de ce système, même s'il est coûteux du point de vue synthétique, c'est qu'en effet, il est insensible à l'oxygène. Donc c'est une façon de remplacer, dans certains cas, la classe 3 par un cofacteur qui est insensible à l'oxygène, contrairement à ça. À nouveau, tous les organismes qui dépendent de la classe 3 sont des organismes qui ont intérêt à se protéger, y compris maintenant, de l'oxygène. Alors que là, c'est un avantage d'avoir l'adénosylcobalaine. Voilà. Donc j'ai terminé mon histoire. Ce que je voulais dire, c'est finalement deux choses, ou trois choses. Je vais résumer ça en trois choses. La première, c'est que la vie sur Terre, la nôtre y compris, dépend sur le plan chimique de quelque chose qui est absolument extraordinaire de mon point de vue, dépend de la capacité d'arracher un atome d'hydrogène sur une enzyme qui est la ribonucléotide réductase. Voilà, donc je redis chaque fois de façon un peu provocatrice, nous dépendons d'avoir perdu un atome d'hydrogène sur des milliards que nous possédons dans nos cellules et notre organisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui n'est pas toujours passée, qui ne passe peut-être pas toujours de façon claire dans les enseignements, c'est que la nature a, de façon extrêmement abondante, utilisé des radicaux pour faire de la chimie très sélective dans les voies métaboliques, dans les voies de biosynthèse, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, où on pensait que c'était surtout, enfin que les radicaux, à nouveau, on pense toujours ça d'ailleurs, que les radicaux sont des entités qui sont tellement toxiques, tellement difficiles à manipuler, tellement peu contrôlables, qu'on ne peut pas faire de la chimie très sélective. Voilà. Ce que nous montrent les ribonucléotides réductases, comme toute la famille des radicales SAM, qui est le détour que j'ai pris à un moment donné avant de revenir aux ribonucléotides réductases pour vous illustrer cette réalité. Donc oui, la nature choisit, quand c'est nécessaire, une chimie radicalaire. Voilà. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que le monde à ARN est passé au monde à ADN, probablement avec une enzyme de type classe 3. Voilà, j'en suis particulièrement heureux puisque c'est une enzyme que nous avons découverte il y a une vingtaine d'années. Et voilà, c'est assez amusant de penser qu'elle a pu jouer un rôle dans l'évolution aussi important que celui-là. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.